as eu une carrière de foot exceptionnelle, on l'a vu, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, Ligue des champions avec le Bayern. Je crois que tu raccroches tes crampons en 2006, après 97 sélections en équipe de France, et je crois que tu t'es pratiquement pas blessé pendant ta carrière professionnelle. Comment tu as fait? Parce qu'on voit tous les joueurs qui se blessent, etc. Tu as peut-être eu 2 blessures. J'ai eu 2 blessures. J'ai eu une pubalgie qui a été relativement longue à soigner à l'époque. C'était pas complètement clair sur la façon de traiter les pubalgies. Et je me suis fait ligament croisé postérieur, pas opéré, et où j'ai très bien récupéré à 100%, et ça pas du tout à ce jour, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc oui, 2 blessures pour un footballeur professionnel, c'est pas énorme. J'ai eu de la chance, et en même temps je faisais quand même beaucoup de prévention durant ma carrière. Alors moi je sors d'un cursus scientifique puisque j'ai fait STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, ce qui fait que j'étais pas juste un sportif de haut niveau qui faisait son sport, je m'intéressais à mon corps, à l'anatomie, à la physiologie, à tout ce qui me permet de performer. J'ai fait très tôt du yoga, des étirements, à une époque, puisque c'est un petit peu avant 90 que j'ai démarré, une époque où on faisait pas trop d'étirements et de yoga, pas trop de renforcement musculaire. Je faisais pas mal de choses comme ça, j'essayais de travailler sur la récupération beaucoup, sur tout ce qui te permet de mieux récupérer, de mieux t'alimenter. Donc peut-être que tout ça a fait que ça m'a évité trop de blessures. Après il y a le paramètre chance, parce que je pense que les blessures qu'on peut éviter, c'est surtout les blessures d'usure. Celles qu'on peut rarement éviter, c'est les accidents, un tacle, un mauvais tacle. Et ça, même si on fait attention à beaucoup de choses, c'est quelque chose qui peut arriver dans le sport de haut niveau. En sachant que tu as joué beaucoup, parce qu'à un moment, tu étais presque à 2 matchs par semaine dans ta carrière, entre l'équipe de France, le Champions League, etc. C'est le tarif aujourd'hui pour tous les footballeurs, hein. Les rugbyman, on leur laisse une semaine parce qu'il y a plus de coups. Donc la récupération est un peu plus longue. Nous les footeux, on peut jouer tous les 3 jours, même si jouer tous les 3 jours c'est extrêmement fatigant, mais c'était un peu le rythme qu'il fallait suivre, et parfois c'était dur. Tu joues encore au football? Plus du tout, très peu. Très peu, parce que comme vous l'avez vu, j'aime bien le sport, j'en fais un petit peu. Et du coup j'ai pas du tout de frustration de l'arrêt de ma carrière de footballeur. Et puis j'ai plus de plaisir en fait à faire d'autres sports, à avoir l'impression de progresser, parce que malheureusement dans le foot je ne veux que constater la régression sur les quelques matchs que j'ai pu faire, et je préfère pratiquer des sports un peu nouveaux, des sports où je suis débutant et où j'ai la possibilité de progresser. Par exemple le jiu-jitsu brésilien, je l'ai découvert en 2007. Et donc je me suis entraîné fort parce que je découvrais quelque chose, et ce qui m'a permis de progresser, de passer de la ceinture blanche à la ceinture noire en l'espace de 10 ans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la progression, l'idée d'apprendre. Et c'est pareil pour les autres sports que j'ai peu pratiqués dans ma carrière, puisque j'avais pas le droit de les pratiquer. On va en parler, tu fais du ski, de la randonnée, du ski, du surf, du stand-up paddle on a vu le surf avec la rame, la plongée, le jiu-jitsu brésilien, le yoga, le vélo, etc. T'es multisport. Tu as commencé le ski, je crois, à l'âge de 6 ans avec ton petit frère Peyo. Tu skies sur les pistes de Luzardiden, dans les Pyrénées. Je crois que même tu aurais été bon skieur, tu aurais peut-être pu être skieur professionnel, mais finalement tu es devenu footballeur. Et tu as répondu un petit peu dans le montage vidéo. Est-ce que tu avais le droit de skier dans ton contrat? Est-ce que tu avais le droit de skier? Est-ce que tu as skié pendant ta carrière professionnelle de 24 ans? Parce que 24 ans sans ski, c'est peut-être un peu long. J'avais pas le droit de ça, on avait le droit de rien faire sur les contrats. Et moi, je considérais que faire du sport, c'était mon métier. Donc l'hiver, je préférais aller faire du ski plutôt que de faire des footings, ou l'été, faire du surf plutôt que de faire des footings dans ma préparation. Je le racontais pas spécialement à mes entraîneurs, mais je le faisais. Par chance, j'ai pas eu de problème particulier, sauf une fois à Chamonix, mais je me suis juste pété le nez. C'était pas les jambes, donc ça allait. Et voilà, mais gamin, en fait, j'ai touché à tout. C'est pour ça que j'ai cette passion pour le sport en général, c'est que j'ai touché à tout. Et c'est grâce à ça que j'ai fait ma carrière de footballeur, mais j'ai tout le temps été un passionné de sport et de tous les sports en général. Et tu fais, on a vu du ski de rando, du ski du freeride, tu fais plus de ski de piste, je crois.
Pourquoi tu fais plus de ski de piste? Alors, j'ai fait beaucoup de ski de piste quand j'étais footballeur parce que je voulais limiter un peu les risques. Et puis, je connaissais pas trop le territoire hors piste. Le hors piste, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas un endroit balisé, c'est pas un endroit sécurisé. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire en pleine conscience avec des guides, avec des professionnels. C'est un peu plus dangereux, mais mais c'est comme faire de la voile, hein. Quand tu décides de partir en mer, c'est plus dangereux, mais on va pas s'empêcher de le faire si on a envie de le faire. Donc je le fais depuis que j'ai arrêté le foot, parce que j'adore ça, parce que j'adore la poudreuse. Pour ceux qui ont, mais je crois qu'il y a des médecins de montagne, pour ceux qui connaissent la poudreuse, les sensations que l'on a en montagne en poudreuse, c'est extraordinaire. Donc j'adore faire ça, je le fais tous les hivers et j'essaye de le faire avec un maximum de sécurité. Et d'ailleurs, dans les skis extrêmes, je crois que tu as fait le Groenland, non? C'était Dernièrement, j'ai fait. Quoi tes derniers Mon dernier trip, c'était le Groenland. Moi, je suis parti au Groenland avec des potes, guides, sur un bateau, et on faisait de la rando à ski, et on montait et on redescendait avec des visions sur les fjords. Donc, on a fait en une semaine 10 000 mètres de dénivelé. Ouais, 10 000 mètres. Donc, ça, il y a l'effort de la montée qui ressemble un peu à l'effort que tu peux faire au vélo. Donc, ça, c'est un super sport. Et puis après, il y a le plaisir de la descente et des visions que tu peux avoir quand tu es au Groenland avec les fjords, avec la glace. Alors on va parler de surf, parce qu'on a vu, hein, il est passionné de surf, en plus tu es dans le Pays Basque. Et je crois que ton père a été l'un des premiers surfeurs de la côte basque, tu me diras si c'est le cas. Il t'a transmis cet amour de la vague, très jeune, et je voulais savoir à quelle heure toi tu as fait ton premier surf. Alors mon père nous a initiés, mon frère et moi, Ouais. parce qu'on parlera de mon frère tout à l'heure. Mon frère est un très grand surfeur de grosses vagues. Il surfe la vague de Bellara, qui est l'une des plus grosses vagues d'Europe, qui est chez nous, qui peut faire jusqu'à 20 mètres, 25 mètres. Et on a dû démarrer le surf à l'âge de 10 ans, à une époque où il n'y avait pas de combinaison, ou en tout cas elles étaient pas très élastiques, et où on surfait surtout l'été. Et alors la même question, tu n'avais pas le droit de surfer non plus, hein. Alors que c'est moins dangereux, on verra quand même, finalement on peut se blesser. Ça dépend où. Voilà, mais c'est moins dangereux que le ski pour le foot par exemple, par rapport au foot, mais tu n'avais pas le droit non plus. C'est moins dangereux, ça dépend. En Polynésie où le récif est à 1 mètre et c'est des lames de rasoir, c'est dangereux. Après, sur la côte basque, sur le sable, ou quand il y a du fond, c'est pas très dangereux. T'as quoi comme sensation sur une planche de surf, notamment par rapport au ski? Ça ressemble beaucoup au ski hors piste. Le surf, c'est sensation de glisse, d'être dans la vague, d'essayer d'être à l'intérieur de la vague, d'essayer en fait, de garder l'équilibre sur un élément qui est mouvant en permanence, et c'est extrêmement grisant. Et c'est assez proche au fond de ce que moi je peux vivre en montagne. C'est pour ça que je fais toujours un lien entre les deux. Mais les sports de glisse, c'est ça qu'il y a de fantastique, c'est qu'il y a la sensation de vitesse et la sensation de glisse qui est exceptionnelle. D'ailleurs, tu ne fais pas de snow. J'ai pas trouvé de traces de snow. J'en ai fait un peu, mais ça ressemble un peu au surf. Mais je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent le ski. On est un peu plus limité en snowboard, et je préfère faire du ski et garder ma planche de surf pour la mer. Alors, tu as parlé de ton petit frère Peyo, je crois qu'il a été champion de stand-up paddle, il surfe des très grosses vagues, tu en as parlé. Est-ce que toi aussi, la Bellara, est-ce que tu l'as surfé cette vague de 20 mètres? Non, ça c'est le seul truc que j'ai pas expérimenté. Le surf de gros, c'est un autre monde, c'est un autre sport à part entière. Enfin, c'est quelque chose de différent, il faut travailler l'apnée. Pourquoi l'apnée? Mais parce que tu peux rester 1 minute sous l'eau. D'accord. Sur les vagues comme Bellara, les gars peuvent rester entre 45 secondes et 1 minute sous l'eau. Et sans avoir forcément pris le temps, quand on s'amuse à faire de l'apnée dans une piscine ou dans sa baignoire, on prend le temps, on fait un petit travail préparatoire, c'est pas le cas là. Donc ça nécessite d'être très performant en apnée, d'être capable de rester 3-4 minutes en apnée statique. Et rester 1 minute sous l'eau, c'est très très long, c'est très violent. Bon, je prends déjà pas mal de risques sur d'autres trucs, donc ça j'ai pas expérimenté, c'est encore autre chose, c'est un autre sport. Et toi, tes plus grosses vagues? Moi, c'est 4 mètres. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est pas mal, mais... Pour ceux qui en font, c'est monstrueux, 4 mètres. Ouais, et combien de temps en apnée? Quand tu es un peu bousculé? Dans ces cas-là, au maximum, tu restes 10 secondes. Ouais, ça va. Sous l'eau. 15 secondes.
Ce qui est Mais déjà dans une machine à laver, sans avoir pris ta respiration juste avant, parfois ça peut être long. Alors en février 2018, c'est des mauvaises nouvelles pour toi, tu as été victime d'un accident de surf. Est-ce que tu peux nous dire à peu près dans quelles circonstances? Ce qui fait qu'on s'est rencontrés. Voilà. Ouais, c'était un jour, je vais pas dire un gros jour, j'ai surfé des vagues beaucoup plus grosses, mais il y avait 3 mètres. Sur une vague... Donc je t'ai opéré à la clinique quelques jours après, je crois 5-6 jours, 4 jours, assez vite. Et je t'ai annoncé à ce moment-là 5-6 mois d'arrêt de sport. Et je voulais savoir comment tu avais appréhendé cette mauvaise nouvelle pour toi. Très mal parce que je suis un sportif de haut niveau qui n'a pas cessé d'aimer le sport et du coup j'ai toujours fait du sport dans ma vie, j'ai rarement été à l'arrêt et c'est vrai que je ne l'ai pas accueilli comme une bonne nouvelle bien sûr, mais bon, je sais que ça fait partie du jeu et à partir de là j'ai accepté le protocole, j'ai accepté de prendre le temps qu'il fallait, de cicatrisation, les 6 semaines de cicatrisation et puis ensuite de commencer à faire le protocole de rééducation. Et puis ensuite, je me suis fait mon protocole de reprise aussi à ma façon. Et j'étais assez content parce qu'au bout de 3 mois, je crois que je faisais déjà du vélo. Oui, tu as accéléré un peu. C'est la question d'ailleurs. Je t'ai mis dans une attelle d'immobilisation pendant 6 semaines. Ça, c'était horrible. Ça, c'est pénible. Hein. Ah, ça, c'était horrible. C'est-à-dire que d'être à la fois enfermé et de ne pas pouvoir bouger, ça, c'était le moment le plus difficile. Quand j'ai enlevé l'attelle, ça allait quand même beaucoup mieux, quoi. Bon, après, je t'ai suivi pendant les 6 mois à distance, puisqu'il était dans le Pays Basque. Et c'est vrai qu'il a eu une très bonne prise en charge kiné. Tu avais un kiné, tu n'as pas été en centre, tu as été avec un kiné un kiné avec qui je travaille depuis 25 ans, qui a tout le temps été là sur toutes les petites blessures que j'ai pu avoir durant ma carrière. Voilà, en qui j'ai confiance. Et ce que je dis toujours, c'est que pour bien récupérer d'une blessure, ou d'une opération, il faut avoir le bon chirurgien, il est là, le très bon chirurgien, il est là, le très bon kiné, je l'ai aux Pays-Bas, j'ai cette chance-là, et le bon patient aussi, qui est motivé, qui fait le boulot qu'il faut, et là pour le coup je suis un fou furieux, je dois dire, parce que j'aime tellement faire du sport que évidemment je fais tout ce qu'il faut pour, et j'écoute les conseils, je prends quand même le temps, je suis pas le mec qui va pousser non plus, j'attends le temps qu'il faut pour la récupération. Et c'est vrai qu'en général, ça se passe plutôt, et ça s'est super bien passé, la récupération pour mon ischio. Et je te remercie devant tout le monde. Avec plaisir. Alors, les délais de reprise du sport, est-ce que tu as repris le surf? Oui. Est-ce que tu avais une appréhension, parce que c'est une blessure au surf? Et la dernière question, as-tu des séquelles? Mais je crois que j'ai la réponse. J'ai aucune séquelle. La chance que j'ai en fait, c'est d'être multisport et d'avoir toujours un sport qui est une solution pour moi. Ce qui fait qu'à partir du moment où je fais un sport, je me sens sportif, je me sens athlète à nouveau et c'est ça le plus important. Ce qui fait que je peux retarder les échéances pour d'autres sports. Donc, il se trouve que comme vous l'avez vu, je fais du vélo et le vélo était le sport parfait pour la récupération et la reprise suite à cette opération. Et je me suis fait ma rééducation, alors évidemment avec mes séances de kiné, avec Marc Messina qui est à Bidart, mais aussi avec le vélo. Et en me lançant des défis, j'ai commencé sur du plat, et puis ensuite des petits cols. Chez nous on a des cols assez raides, donc voilà, des cols assez faciles, et puis petit à petit des cols de plus en plus durs, jusqu'à un col que vous avez vu là, qui s'appelle Artsamendi, qui est l'un des cols les plus durs de France, où il y a des grimpettes à 20% sur 3 km, des tronçons de 3 km. Et donc je me suis fait ma rééducation comme ça. Et je dois dire que ça a été une super expérience. Finalement, c'est devenu une super expérience et j'ai aucune séquelle. Je pratique tous mes sports. Le jiu-jitsu brésilien, qui est un sport assez violent, puisque c'est un sport de combat. Le surf sans aucun problème, le ski sans aucun problème, la randonnée à ski sans aucun problème. Il n'y a absolument aucun sport qui me pose problème aujourd'hui, après ma chirurgie du tendon de l'ischio. Et merci encore. On va parler justement du jiu-jitsu brésilien. Tu as été, il me semble, champion d'Europe vétéran ceinture bleue en 2009, c'est ce que j'ai trouvé. Et rapidement derrière, tu as été ceinture noire. Je crois que tu as arrêté la compétition. Et c'est un des rares sports que tu n'as pas pratiqué dans l'enfance, parce qu'on a vu que pratiquement dès l'enfance tu faisais plein de sports. Et finalement, à quelle occasion tu as découvert ce sport? Ouais, j'ai jamais touché au sport de combat, j'ai jamais fait de judo, j'avais failli, puisque je faisais de la pelote basque, le dojo était juste à côté. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et puis en fait, j'ai rencontré
Je faisais un documentaire sur Jérémy Flores, un surfeur, et son préparateur physique, c'est un champion de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et donc pour le documentaire, j'ai accepté de participer à un entraînement, et puis j'ai fait cet entraînement, et j'ai trouvé ça assez fascinant, l'histoire du jiu-jitsu brésilien, les sports de combat, et donc voilà, je m'y suis mis, et comme beaucoup de choses, je l'ai fait avec passion, avec persévérance, et puis à ce jour, je continue à pratiquer. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Et c'est un sport qui est fantastique, mais qui n'a absolument rien à voir en effet avec l'univers des sports que je touche habituellement. Alors, deuxième blessure, en juin 2022, il me semble, tu as rompu ton tendon long biceps de l'épaule gauche. Est-ce que tu peux nous dire aussi dans quelles conditions? Parce qu'on pensait que tu ne te blessais pas en fait. Mais là, je suis un con, là. C'est autant sur la blessure sur l'ischio, c'est un accident. C'est imprévisible. C'est la puissance de la vague qui me prise en deux, qui fait que je fais une hyperextension des ischios et qu'il y a cette rupture. Mais là, c'est une douleur que je ressens depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Début de tendinite au niveau du tendon du biceps, du long biceps. Et comme j'ai jamais vraiment utilisé mes bras et mes épaules au foot, j'étais pas très attentif à ça. Sur les chevilles, sur les genoux, sur les hanches, ma carrière de footballeur fait que je suis très attentif, très vigilant à ça, à tous les signaux. Et là, je l'ai pas été, j'étais con. Je l'ai pas été, j'ai forcé, j'ai continué à faire du surf, j'ai continué à faire du jiu-jitsu. J'avais une douleur, mais quand j'étais chaud, je le sentais pas. Et puis comme je suis un peu excessif, je pense que c'était consécutif à un enchaînement de sports un peu intense, surf, jiu-jitsu, etc., où j'ai sollicité beaucoup mes bras. Et je peux pas vraiment savoir comment précisément. J'ai senti une douleur sur un entraînement de jiu-jitsu, puis je suis rentré chez moi. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, et je me suis regardé dans une glace et j'avais la boule qui était tombée, le Popeye s'était tombé en fait, mon biceps s'était tombé en bas, juste en bas de mon bras. Et là je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et donc en rebelote, je suis parti voir Marc Messina, mon kiné, et puis on a dit vite diagnostic. De nouveau une IRM. De nouveau une IRM, et puis on s'est aperçu qu'il y avait une rupture du tendon du biceps. Et donc j'ai opéré de nouveau une immobilisation assez longue. Alors la différence c'est que tu étais membre supérieur, donc est-ce que tu as pu reprendre par exemple du vélo, du home trainer un peu plus tôt pour te conditionner au bout de combien de temps? Voilà, je crois que moi j'étais assez vite. Hein. Oui. Oui, j'étais assez vite. Bon, déjà. 10-15 jours, quoi, t'étais même pas. Oui, je pense à 3 semaines, j'étais sur le vélo, enfin statique déjà, et puis ensuite j'ai repris le vélo un poil plus tôt que tu me l'avais dit, mais. C'est pour ça qu'on donne des délais assez longs hein, pour les sportifs. Sinon... mais bon, encore une fois, cette chance-là, le vélo a toujours été. M'a sauvé de beaucoup de choses parce que c'est une activité que l'on peut pratiquer dans beaucoup de situations parce que c'est assez doux en fait au départ. Voilà, et par contre, beaucoup plus douloureux finalement. Le biceps? Ouais, le biceps que l'ischio. J'avais jamais expérimenté d'opération de l'épaule, mais c'était plus douloureux en fait en sensation. Et tu as repris, alors le jiu-jitsu c'est là où tu vas plus travailler ton épaule. À quel moment tu as repris? 6, 7 mois, 5 mois? Ouais, là je t'ai écouté. Je t'ai vraiment écouté, j'ai attendu 6 mois. Tu m'avais dit 6 mois, j'ai attendu 6 mois. Entraînement, tranquillement, etc. Oui, parce que je faisais du vélo, parce que j'ai repris même le surf un peu avant. Donc je pouvais faire beaucoup de choses, je me sentais athlète encore une fois, donc c'était pas une frustration pour moi de devoir patienter sur le jiu-jitsu brésilien. Je savais précisément que c'était là où s'engageait le plus ma force, s'engageait le plus l'opération, la cicatrisation, la cicatrice, et donc du coup j'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai fait du renforcement musculaire avant, évidemment avec mon kiné, du renforcement musculaire dans mon dojo, avant de vraiment commencer à m'entraîner. Et je me suis entraîné vraiment doucement au départ, et après le plus fort, et aujourd'hui à fond. Tu avais arrêté les compétitions avant, ou c'est à ce moment-là que tu as arrêté la compétition de jiu-jitsu? Non, ça j'ai arrêté avant parce que je sais que la compétition c'est violent, je sais que la compétition c'est un peu nos limites, en tout cas moi je suis comme ça, et il fallait que je me fixe des règles
carrière de sportif de haut niveau s'abîme un petit peu en ce qui me concerne plus pour d'autres, et donc je savais que si je continue à faire de la compétition, j'allais pas me rendre service. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, arrête la compétition, continue les entraînements, et comme ça tu vas te préserver, tu seras plus durable. On va finir sur le cyclisme, le vélo, parce que je crois que tu l'as commencé assez tard. Tu n'étais pas cycliste à 15-16 ans. Tu as fait du vélo même après pratiquement la fin de ta carrière. C'est comme le jiu-jitsu, j'ai démarré le vélo à 37 ans. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai arrêté à 36 ans et demi et j'ai démarré le vélo à 37 ans. Tu es devenu un mordu. Ah mais là oui, c'est une découverte, c'est un sport fantastique, c'est un sport durable. C'est un sport que l'on peut pratiquer très longtemps, c'est un sport porté qui n'est pas violent pour les articulations. C'est un sport qui est extraordinaire, qui entretient le système cardiovasculaire, qui entretient les jambes, qui te permet de voir du paysage, qui te permet de te nettoyer la tête, de te nettoyer le corps. Honnêtement, c'est un des plus beaux sports que je connaisse. Le vélo professionnel, c'est une autre histoire, puisque encore une fois, c'est violent, c'est la compétition, mais le vélo amateur, à sa façon, moi, je le fais vraiment comme une façon de voyager aussi, de découvrir des endroits. Je trouve que c'est un sport qui est extraordinaire, et on parle beaucoup de santé mentale à l'heure actuelle, et c'est un des meilleurs sports pour traiter les sujets de santé mentale, parce que ça te nettoie tout simplement la tête de choses qui peuvent te déranger, te perturber. Et quand tu fais du vélo, tout va bien. Tu fais beaucoup de sorties par semaine? 3 fois par semaine à peu près. Toute l'année? Toute l'année, ouais. Un peu moins en hiver puisque c'est la randonnée à ski, le ski. Je pratique le sport en fonction des saisons aussi, pour éviter la routine, pour justement avoir toujours cette passion, cette envie, avoir la frustration de ne pas avoir pratiqué un sport pendant un moment. Ça, c'est ma méthode à moi. Et donc, le vélo, c'est surtout au printemps, à l'automne et l'été, 3 fois par semaine, en général, et bon, des sorties de 100 km à peu près. C'est des belles sorties. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout dans le Pays Basque où ça monte et ça descend. Bah oui, nous, nos sorties, c'est surtout en fait en dénivelé que l'on compte, c'est pas en kilomètres, c'est ça qui est le plus important, c'est le dénivelé. Alors, dernier point, dans ton livre, Mes prolongations, tu as édité un livre, il y a un moment où tu dis que tu es atteint de bigorexie, qu'il s'agit en fait d'une addiction au sport. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'il est un peu addict au sport, mais comment toi tu l'expliques et comment tu le vis? En vérité, moi je dirais plutôt sport addict, addiction au sport, mais la bigorexie est un terme que j'ai découvert, qui a une connotation un peu négative, mais dans la version, on va dire, extrême, les gens ont des problèmes dans leurs relations sociales, ils ont des problèmes qui sont autres. Et moi, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que dans ma pratique, certes, il y a une pratique en quantité qui est importante, mais j'ai la chance d'être dans plein d'univers différents, l'univers du surf, l'univers du vélo, l'univers du jiu-jitsu brésilien, l'univers du ski, l'univers de la montagne, et c'est des rencontres qui sont riches, donc j'ai une vie qui est riche de rencontres grâce au sport. Simplement, je suis sportif de haut niveau, donc la quantité est importante, et c'est vrai que j'ai du mal à ne pas pratiquer, j'ai du mal à rester sans rien faire une journée, mais ça a tout le temps été ma vie, ça a tout le temps été mon plaisir, c'est grâce à ça que je suis devenu champion du monde et footballeur professionnel. Et donc quelque part, je fais confiance à cette petite étoile. Le sport, c'est plutôt, moi, quelque chose qui m'a apporté beaucoup, qui me procure du plaisir. Et donc même si extérieurement, ça paraît être très addictif, moi, c'est mon équilibre, tout simplement, et je me sens heureux comme ça. Donc c'est pour ça que le terme bigorexie, on va l'oublier. Non, mais c'est un terme qui fait référence à une forme de maladie. C'est là-dessus où il y aurait un bémol, en tout cas dans mon analyse. Moi, je suis un sportif de haut niveau, donc tous les sportifs de haut niveau, ils aiment faire du sport, ils en ont besoin, un peu plus que les autres. Mais pour autant, je me sens à peu près bien équilibré. Et de toutes les addictions, très franchement, celle-là, c'est la moins pire. C'est la moins pire, on est d'accord. Et d'ailleurs, pour éviter le surdosage, tu m'as raconté il n'y a pas très longtemps que tu avais fait 2 jours de surf dans le Pays Basque où les conditions étaient extraordinaires. Tu as fait 10 heures sur ta planche non-stop, ce qui est complètement déraisonnable.
J'ai fait 17 heures en 2 jours en vrai. 17 heures dans l'eau. Ouais, alors je sortais de 3 mois de vélo, j'ai vraiment la caisse. Et du coup, je veux dire la vérité, je n'étais pas fatigué, ça m'a pas fatigué, mais c'était un peu déraisonnable en effet, et le côté boulimique. Voilà. Si je dois avoir un défaut, c'est le côté boulimique, c'est-à-dire que tant que c'est bon, je vais vouloir continuer à faire. Il se trouve que j'ai une bonne condition physique et c'est grâce à ça, mais de temps en temps, voilà, c'est comme un petit diable que j'ai sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite. À gauche, c'est le diable de la compétition qui fait que je vais faire la course à vélo avec un mec, et à droite, c'est le diable entre guillemets, de la bigorexie qui fait que je suis boulimique. Donc de temps en temps, je leur parle et je leur dis calme-toi, et je commence à faire preuve de plus en plus de sagesse parce que j'ai quand même le souci, et je pense que c'est le sujet aussi, j'ai le souci moi d'être durable, c'est-à-dire de pouvoir continuer à faire du sport très longtemps. Et être durable, ça veut dire ne pas sursolliciter les articulations, ne pas sursolliciter mon physique. Donc c'est pour ça que j'ai fait plein de sports différents aussi. J'ai beaucoup touché à mes jambes, maintenant je touche un peu plus à mes bras et à mes épaules. Et donc de laisser comme ça à mon corps le temps aussi de récupérer, voilà, et d'accepter aussi le temps qui passe, donc de m'adapter au temps qui passe. Voilà, j'ai pas le même physique que quand j'avais 20 ans, ni quand j'avais 30, ni 40. Là, j'ai passé la barre des 50 et je m'adapte à chaque fois à ça. Et j'essaye de mettre un peu plus de douceur à mes entraînements parce que, comme je le disais, le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très violent où on est dur avec soi-même et j'apprends à être un peu plus doux avec moi et pour être plus durable. Mais écoute, merci beaucoup, Vicente. Merci d'être venu et d'avoir participé à notre congrès, Chirurgie du sport. On est très heureux de t'avoir eu. On a un petit peu de temps pour des questions, si tu es d'accord de répondre aux questions. Oui, bien sûr. Et juste un dernier mot. J'ai toujours vécu, moi, donc avec des kinés, des chirurgiens. Bon, je vais pas prendre un abonnement à la clinique à la clinique du sport, mais pour moi, c'est un environnement qui est normal et je vous remercie. Enfin, c'est des métiers qui sont très très importants. Parce que faire une bonne rééducation c'est important, un bon geste chirurgical c'est important, être bien conseillé c'est important, qu'on nous explique les choses c'est important. D'ailleurs là aussi je te remercie pour ça parce que au-delà du geste chirurgical et tes talents de chirurgien, ta pédagogie elle est super. Et parfois je trouve que ça peut manquer de pédagogie parce qu'on n'est pas spécialiste, on a besoin de comprendre. Moi j'ai besoin de comprendre ce que l'on fait dans mon corps et c'est vrai que c'est chouette. Et moi je m'y intéresse et donc je dis toujours ça, je dis qu'on soit kiné, qu'on soit chirurgien, c'est bien expliquer au patient et que le patient essaye de comprendre aussi et d'apprendre à connaître son corps. Donc voilà, c'est des métiers qui sont importants, ce sont les métiers de la santé. Moi je suis très très étonné qu'on n'y fasse pas plus attention que ça à son corps. Aujourd'hui on parle de faire un peu plus souvent du sport pour sa santé, 30 minutes par jour. Je trouve que c'est peu. C'est l'apéro ? Hein ? Ouais, enfin pour moi c'est rien, mais en tout cas je trouve que c'est un sujet de société qui est tellement important parce qu'en effet faire du sport c'est être en bonne santé, c'est éviter tout un tas de problèmes et quand ces problèmes sont là, je suis bien content de pouvoir avoir accès à des très bons chirurgiens, des très bons kinés pour régler ces problèmes. Voilà. Merci. On en profite, on a un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une petite question. Déjà, merci beaucoup Vicente d'être venu pour notre congrès, on est très content de t'avoir. L'actualité, entre guillemets, fait bien les choses. J'aurais voulu avoir ton avis. Tu parlais du fait que toi tu avais joué au foot en même temps que tu faisais du ski. Et tu sais que récemment au Bayern de Munich, le cas s'est présenté avec Manuel Neuer. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur cette situation, parce que c'est vrai que vous êtes dans des contrats un petit peu particuliers où on arrive à même encadrer vos loisirs. Quel est toi ton avis là-dessus et comment tu analyses la situation ? Ouais, Manuel Neuer s'est fracturé la jambe, il a repris là, mais presque un an d'arrêt quasiment. Ça lui a été reproché. Alors, au Bayern, on accepte un peu plus le fait qu'on pratique le ski, puisque les stations elles sont vraiment à côté, quoi. C'est à 1 heure et je sais que dans l'histoire du Bayern, la plupart des joueurs faisaient du ski. Le seul problème c'est en effet quand on se blesse, les assurances ne le prennent pas en charge, parfois même les clubs ne le prennent pas en charge.
Moi, je dis que quand on est sportif de haut niveau, on est sportif. Quand on est footballeur professionnel, on est sportif avant tout, et donc faire du sport, c'est la normalité. Donc moi, je me suis jamais dit que je prenais des risques en faisant du sport, je me suis dit que je m'entraînais, que je me préparais différemment. Voilà, mais quand l'accident arrive, ouais, c'est toujours... mais bon, il aurait pu se péter la jambe en faisant gardien de but. Hein. Donc personnellement, ça m'a pas choqué qu'il fasse du ski. Et ça ne me choque pas qu'un sportif de niveau fasse autre chose que son sport. Et d'ailleurs, ça nous permettrait d'avoir des entraînements un peu différents et d'avoir une routine d'entraînement un peu différente, parce que c'est souvent ça qui est très énervant et qui est lassant, c'est qu'on fait toujours les mêmes choses. Et je pense que le croisement des entraînements, la connaissance des autres sports est vachement importante. Et moi, dans ma pratique sportive, je passe mon temps à croiser les techniques d'entraînement. Et je ne me lasse jamais en faisant ça. Je trouve que c'est une richesse, et donc pourquoi pas aller faire un peu de ski en montagne. Alors ça peut être peut-être du ski de fond, mais pourquoi pas aller faire du ski, pourquoi pas faire du surf, pourquoi pas faire du vélo. Et j'ai jamais vu une équipe de foot qui se préparait en faisant du vélo en avant-saison. Et pourtant le vélo, ça serait top pour changer un petit peu pendant une semaine. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Je voulais savoir si vous traquiez vos données un petit peu sur tous ces entraînements, ou si vous faisiez comme parfois des sportifs de très haut niveau, vraiment la sensation, l'envie du jour, et puis voilà, simplement. Je fonctionne beaucoup à la sensation. Je suis pas très data. C'est vraiment la sensation, c'est vraiment à l'envie. J'ai plus d'obligation, j'ai pas l'obligation d'être le premier, j'ai pas l'obligation de gagner. J'ai juste l'obligation de me sentir bien. Et il y a des jours où je suis moins bien, des jours où je suis en très bonne forme, et donc je vais pousser un peu plus. Et c'est vraiment la sensation qui fait la différence pour moi, et plus du tout de regarder la montre en fait. Pour vous donner un exemple, quand je fais du vélo, je me dis pas tiens là ce tour-là je l'ai fait en 4 heures, il faut que je le fasse en 4 heures, ou ce col-là je l'ai grimpé en 25 minutes. Je regarde pas ça. Par contre, le col, je me rate pas. Je pose pas pied à terre, c'est juste ma règle. Je pose pas pied à terre, même si le col est raide. Donc, voilà, c'est plus du tout la même approche, quoi. C'est une approche d'engagement personnel, d'objectif personnel, mais c'est plus une approche de chronomètre, une approche de garder son chrono, de se dire que je vais toujours aussi vite qu'avant. De toute façon, c'est perdu. Et une autre petite question, est-ce que tu passes beaucoup de temps à choisir ton matériel, notamment de ski et de vélo, et est-ce que tu penses que ça joue aussi pour moins se blesser, ou au contraire ça peut être voilà, le matériel fait prendre plus de risques? Non, ça je crois pas. Je pense que la faute c'est plutôt nous. C'est la façon dont on s'entraîne, c'est pas trop le matériel. Je suis pas obsédé par le matériel, j'ai du bon matériel, j'ai des bons fournisseurs de matériel. Petit à petit, en connaissant un peu mieux les sports, ben oui, j'ai du meilleur matos. Quand tu fais de la randonnée à ski, tu vas avoir du matériel un peu plus léger, des fixations un peu plus légères, un peu plus techniques. Et pour les vélos, c'est la même chose, mais c'est plus l'entraînement qui est important. C'est de s'entraîner juste. Moi, je m'entraîne bien, mais mon défaut, c'est que je m'entraîne trop. Donc je dois plutôt être dans la récupération que dans la qualité de l'entraînement. Les entraînements que je fais, c'est des bons entraînements, je sais. Mais simplement, comme j'en fais beaucoup, c'est là où parfois je peux me mettre dans un état de fatigue qui fait qu'une blessure peut arriver. Mais je pense qu'il faut plutôt travailler là-dessus, trouver le juste équilibre. Pour moi, le juste équilibre, il est dans les sports d'endurance. Des sports qui te permettent de faire du renforcement musculaire et des sports qui te permettent d'être souple. C'est d'avoir le combo endurance, force et souplesse, et là tu as la meilleure préparation physique possible. Donc voilà, l'endurance c'est vélo, c'est rando, c'est course à pied, c'est natation, et puis après renforcement musculaire, des sports de combat, c'est peut-être un peu extrême, mais du renforcement musculaire c'est important, et faire des étirements, du yoga. Moi j'arrête pas de faire la promotion du yoga, c'est aussi un sport de mec le yoga. Parce que j'entends parfois que c'est pas mais c'est de la souplesse, c'est travailler sa souplesse, et en vieillissant, on perd en souplesse, et avoir de l'amplitude de mouvement, c'est quelque chose de très important pour éviter la blessure. Donc c'est trouver cette bonne combinaison-là. Et pas le matos.
Merci d'abord d'être là. Je voulais vous poser une question par rapport à la différence entre lorsque vous étiez professionnel et on va dire amateur en termes de... Vous n'êtes plus payé pour faire vos sports, mais à l'époque, vous faisiez des entraînements, vous aviez les préparations physiques, vous étiez potentiellement en salle de sport, en plus du fait que vous aviez vos matchs de manière hebdomadaire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un entraînement? Je pense que vous venez un peu de répondre à la question, mais est-ce que vous avez des entraînements hors la pratique sportive, donc le ski de randonnée par exemple? Est-ce que vous êtes encore dans la salle de sport? Est-ce que vous faites encore des... Voilà, c'était ça. Ouais, je continue. Alors, la moitié de ma carrière, ça va vous étonner, mais on n'avait pas de préparateur physique. Et à Bordeaux, on n'avait même pas de salle. On ne faisait pas de muscu. On n'avait pas de préparateur physique. À la Coupe du Monde 98, j'aime bien le rappeler, on n'avait pas de préparateur physique. On n'avait pas de salle de musculation. Vous vous rendez compte? C'est bon, le temps va passer, hein. mais ça me paraît fou. Et donc, j'ai découvert, sur la deuxième partie de ma carrière au Bayern, on avait une salle de musculation, on avait un préparateur physique, dont j'ai découvert les bienfaits, on va dire, d'une préparation à côté, un peu de renfort, travail sur les jambes, les étirements, le yoga, enfin, que sais-je, tout ce que l'on peut faire. Moi, c'est des sujets que je gère maintenant tout seul. Donc, chez moi, j'ai un dojo. Je me suis construit un dojo pour la pratique du jiu-jitsu brésilien, mais c'est là aussi où je fais mes entraînements de renforcement musculaire ou mes entraînements de yoga. Je pratique aussi une activité qui s'appelle l'animal move, mouvement animal, où c'est du gainage dynamique. Donc je fais plein de choses comme ça en préparation pour les sessions de ski l'hiver ou les sessions de surf. C'est mon entraînement de base. Je travaille ma condition physique un peu comme ça, où je vais mélanger le renforcement musculaire, le gainage et le yoga et tout un tas d'exercices qui vont améliorer ma mobilité. Voilà, tout en sachant qu'après le vélo est mon sport de base pour le cardio. Si vous voulez voir ce qu'il fait, je vous engage à aller sur son compte Insta. Il est impressionnant, tous les exercices qu'il fait. On est fatigué après avoir vu. Oui. Alors, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est pas la vie Instagram. C'est-à-dire que quand tu mets des vidéos, ça ne veut pas dire que toute la journée tu ne fais que ça. On avait compris. C'est un instant de ma vie, c'est 1 heure dans une journée, voilà. Parce que des fois, on a du mal à l'imaginer. J'aimerais bien savoir ce que tu as pensé. Quand est-ce que tu as décidé d'arrêter le haut niveau et comment tu as pu gérer ça après? Alors ça, c'était un moment assez douloureux, parce que je pense que j'ai arrêté, pas par fatigue physique, par lassitude mentale, j'ai arrêté. Je pense que j'en avais marre de cette routine d'entraînement dont je parlais tout à l'heure, où on faisait, depuis l'âge de 14 ans, on fait les mêmes exercices tout le temps, spécifiques foot. Et j'en avais marre de ça. Je pense que j'en avais marre aussi de ce rituel de bus, hôtel, entraînement, jouer tous les 3 jours. Et il y avait une forme de saturation mentale de tout ça. Parce que quand j'ai arrêté, j'ai ressenti une espèce de, tout d'un coup, d'une énergie qui est revenue en moi, qui était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer plein de sports différents, donc j'avais encore l'énergie. On parle de petite mort quand on arrête la carrière de sportif de haut niveau. Moi, ça a duré 3 jours, la petite mort. Vraiment. C'est-à-dire qu'on parle de dépression, on parle de mecs pendant 6 mois, pendant 1 an qui vont faire une dépression. Moi, ça a duré 3 jours parce qu'en fait, je pense que c'était clair dans ma tête, j'en avais marre, je pouvais continuer à être sportif. Alors, le fait de continuer à faire du sport, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'aspirais à être capitaine de mon bateau. Et j'en avais marre d'être dans une structure d'équipe où je pouvais décider de rien. Je me sentais libre, indépendant déjà, et je me sentais capable de vivre ma vie. Et donc j'étais moi très heureux justement d'être libre, de pouvoir faire ce que je veux. Et ça n'a pas été du tout une contrainte, ça a été pour moi une joie d'être le capitaine de mon bateau. Et je pense que pour certains sportifs de haut niveau, le fait de sortir de cette structure où tu es très encadré,
eh bien, c'est un problème. C'est un problème, c'est un mec qui panique, qui ne savent plus quoi faire tout seul, en fait. Il n'y a plus personne pour organiser leur journée. Et c'est là-dessus aussi qu'il peut y avoir des dépressions. Et moi, ça n'a pas été le cas. 3 jours. Dernière question. Juste une petite question. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on comprend à travers tes témoignages sur tes blessures d'après-carrière de haut niveau que finalement tu as eu beaucoup de frustration de plus pouvoir pratiquer ton sport pendant ce laps de temps de la récupération. Est-ce que tu penses que si tu avais été blessé longtemps pendant ta carrière professionnelle, c'était pas justement un temps de répit et tu l'aurais mieux accueilli quand tu étais professionnel? Parce que moi j'ai plein de patients sportifs professionnels qui accueillent très bien la blessure en disant je vais pouvoir souffler. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, ça dépend des moments. Oui, ça m'est arrivé d'accueillir la blessure comme la possibilité de souffler, mais ça dépend de quelle blessure. Des petites blessures. Les grosses blessures, on a toujours la peur. On a la peur. Moi, franchement, je veux raconter quand même cette histoire-là parce que j'ai jamais été au bout de ça, la pubalgie. Ça a duré vraiment un an. Un an où j'arrivais pas à jouer à 100%, un an où j'avais tout le temps des douleurs, où j'étais à 60-70% de mon potentiel. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je vais retrouver mes qualités? Est-ce que je vais retrouver mon niveau? J'ai vraiment eu peur de plus jamais retrouver ça. Et c'est arrivé le début de ma pubalgie 2 ans avant la Coupe du Monde 98. Et je suis vraiment arrivé, mais juste au bon timing, à 100%, pour la Coupe du Monde 98, donc j'ai failli tout perdre. Et donc la blessure, en fait, quand elle est importante ou quand on n'arrive pas à trouver le problème, c'est quelque chose qui met le doute à l'athlète. Et donc quand tu as le doute, tu perds tout. Moi je veux dire, c'était ma première blessure. Avant ça, je me sentais indestructible. Franchement, je me sentais indestructible. Et quand j'ai eu cette blessure-là, je me suis senti vraiment une grosse merde. Rien, pour rien, je perdais tout. J'étais plus rien en fait. Et c'est des moments qui sont très douloureux pour un athlète. Donc, une petite blessure, tu te reposes très bien, une déchirure, ok, très bien, une petite entorse, très bien, mais quand tu fais les croisés et que tu sais jamais trop comment tu vas récupérer des croisés, ou un truc comme la pubalgie qui est un truc vraiment merdique à l'époque, où tu peux jamais être à 100%, ben c'est les moments où tout d'un coup tu perds confiance. Et c'est là où c'est difficile et c'est là où tu n'as pas envie de revivre ce type de situation. Voilà, c'est toute la différence. Je sais pas si c'est clair, mais... Ça a été très clair. Bon, écoute, Michel, merci encore, merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir. Un abonnement à la clinique du sport pour d'autres opérations. Alors d'abord, on connaît ton amour pour le vélo. Et alors on t'a décerné notre maillot jaune, parce que tu es un peu le maillot jaune de notre congrès. Donc on s'est permis de le signer. Hein. Voilà. Parce que alors dans mon bureau, j'ai un maillot signé de Vicente, donc moi je lui ai signé. Un maillot du Bayern. Bayern, voilà. Merci. Et puis alors, j'ai un autre deuxième petit cadeau. Alors tu te demandes ce que c'est. Je pense que tu vas deviner. Alors pour ceux qui sont du Pays Basque, ils vont le savoir. Maquillerie. Ouais. Alors ça c'est un maquila. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors c'est un maquila moderne. Parce que la plupart des maquilas, ils sont fabriqués en bois ancien, avec des essences rares, etc. Là, c'est en graphite titane. En bois de néflier, mais ouais, ça doit être ça. Là, c'est en graphite titane. En fait, c'est un maquila de chirurgien, en fait, très honnête. Hein. On est chirurgie du sport, c'est un maquila de chirurgien. C'est une prothèse de hanche. Oui, c'est ça. Et alors, on a été même très loin, parce qu'on a même... tardivement, hein, la prothèse de hanche, on va attendre. On a même gravé chirurgie du sport dessus. Ah oui. Il est gravé au nom de chirurgie du sport. Est-ce que vous avez... Il y a la pointe? Oui, vas-y. Parce que le maquila, en fait, c'est un berger, c'est le bâton. Explique ce que c'est. C'est le bâton, c'est le bâton des bergers basques quand ils se baladent dans la montagne avec leurs brebis. Et si jamais il y a un problème et qu'il faut se défendre,
Il y a une lame qui est toujours là. Voilà. Donc c'est resté traditionnel. Il faut savoir quand même que quand il y a un maquila dans une maison, ça peut devenir un truc de défense. Une arme. Voilà. J'en ai 3 déjà chez moi, mais celui-là va venir bien les accompagner. Merci beaucoup, c'est un très très beau cadeau et puis en particulièrement par rapport à notre histoire commune, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Il faut savoir que le maquila, ça ne Voilà, s'achète et pas. puis, alors, ça c'est Tu ne pour peux pas t'en Vicky. acheter. Je demande à On ne mes peut collègues que le chirurgiens de recevoir de venir. quelqu'un. Si t'es d'accord, on va faire une photo. Tu es maquillari parce Tous que les- tu Je vais reçois me de balader quelqu'un. dans Paris avec ça. J'imagine. Je t'ai gardé le carton. Voilà, venez avec mes collègues. Bon, merci encore, Vicente, merci. Bon, merci à tous.